Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle d'économie française, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Les usines peut-être? Les champs de vignes? Bref, du concret. Et pourtant, le véritable moteur de la richesse du pays, eh bien, il est souvent invisible. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger au cœur de la partie la plus importante de cette économie, le secteur des services. Alors, au programme, pour comprendre ce géant invisible, on va commencer par le commencement. C'est quoi un service, au juste? Ensuite, on verra qu'il y a deux grandes familles, le marchand et le non-marchand. Après ça, on regardera où il se trouve concrètement sur le territoire. Puis, on fera un zoom sur un poids lourd du secteur, le tourisme. Et enfin, on terminera sur le gros défi qui se pose aujourd'hui, la question de la durabilité. Allez, c'est parti pour la première section. On va commencer par la base de la base. Le mot service, on l'entend tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans le monde de l'économie? La question peut paraître toute simple, comme ça. Mais en fait, la réponse, c'est vraiment la clé pour comprendre pourquoi ce secteur a pris une place aussi énorme dans nos vies de tous les jours. Alors voilà, la définition est assez claire. Un service, c'est une activité économique qui ne produit pas d'objets matériels. C'est simple, hein? Contrairement à une voiture ou un téléphone qu'on peut toucher, un service, c'est immatériel. Pensez-y, c'est le plombier qui répare une fuite, l'avocat qui donne un conseil, le serveur qui apporte un café. Ce qu'on achète, c'est une prestation, une expérience, pas un objet physique. Et attention, il faut bien mesurer l'importance de ce secteur. Ce n'est pas juste un petit bout de l'économie. C'est le premier secteur en termes de création de richesse et d'emploi. On l'appelle aussi le secteur tertiaire, et il faut se rendre compte, c'est le cœur battant de l'économie. On parle de près de 80% des emplois et de la richesse créée en France. C'est colossal tout simplement. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut affiner un peu. Parce que, attention, tous les services ne se valent pas. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Pour bien comprendre leur impact, il faut absolument faire la différence entre deux grands modèles qui coexistent, le marchand et le non-marchand. Et là, la différence, elle est fondamentale. D'un côté, il y a les services marchands. Leur but, c'est simple, faire un profit. C'est le client qui paye directement. Et de l'autre côté, on a les services non marchands. Eux, ils sont financés par nos impôts. C'est donc la collectivité qui paye pour le bien commun. Les services marchands, en fait, c'est simple. C'est tout ce pourquoi on sort sa carte bleue. Par exemple, le commerce, la banque, les transports, l'hôtellerie, l'artisanat. Du coiffeur du coin au garagiste, en passant par l'abonnement à une plateforme de streaming ou son contrat d'assurance. Leur objectif, il est double. Répondre à un besoin et, bien sûr, être rentable. Et puis, il y a les services non marchands. Eux, c'est un peu le ciment de la société. Leur but n'est pas du tout le profit, mais l'intérêt général. On parle de quoi? De l'éducation publique, des hôpitaux publics, des pompiers, de la police, de la justice, bref, tous ces piliers essentiels qui sont financés par la collectivité pour que la société fonctionne. Ok, donc on a nos deux grandes familles de services, marchands et non marchands. La question qui vient après, c'est mais où est-ce qu'on les trouve, concrètement? Parce que vous allez voir, leur localisation sur le territoire, ce n'est pas du tout fait au hasard. Si on regarde en plein centre-ville, par exemple, c'est un vrai cocktail de services. On a d'abord les services publics, genre les mairies, les écoles. Juste à côté, il y a les commerces de proximité essentiels, la boulangerie, le coiffeur. On trouve aussi les professions libérales, les médecins, les avocats. Et bien sûr, tout ce qui est culture et loisirs, cinéma, bibliothèque, etc. Tout est mélangé, très dense. Maintenant, si on prend la voiture et qu'on sort de la ville, le paysage change radicalement. On arrive en périphérie, et là, c'est le royaume des grandes zones commerciales. Tout est pensé pour la bagnole. C'est là que s'alignent les immenses magasins de la grande distribution, les enseignes de bricolage, de meubles, et bien sûr, les chaînes de fast-food. Et d'ailleurs, il y a cette phrase qui décrit ça très bien. Les magasins se ressemblent. Ce sont des rectangles en tôle avec de grandes baies vitrées. C'est exactement ça. L'architecture est fonctionnelle, standardisée. On pourrait presque être n'importe où en France, c'est la même chose. C'est vraiment le symbole de cette uniformisation du commerce. Et enfin, dernier lieu, mais pas des moindres, au cœur des très grandes villes, des métropoles, on trouve un type de quartier bien particulier, le quartier d'affaires. Là, c'est le temple des services, mais pour les entreprises, c'est une concentration de sièges sociaux, de hautes tours de bureaux. Pensez à la Défense près de Paris ou à la Part-Dieu à Lyon, ce sont les véritables cerveaux de l'économie. Bon, pour bien se rendre compte de la puissance de ce secteur des services, on va faire un zoom sur l'un de ses poids lourds, un vrai champion, qui est une industrie à lui tout seul et qui modèle des régions entières. Je veux bien sûr parler du tourisme. Le chiffre est connu, mais il faut toujours le rappeler pour en mesurer l'impact. La France est la destination touristique numéro 1 au monde.
Ce n'est pas juste un titre pour faire joli, hein. C'est une source de revenus absolument gigantesque qui fait vivre une énorme partie de l'économie des services. D'ailleurs, petite question, c'est quoi un touriste officiellement? Eh bien, l'Organisation mondiale du tourisme a une définition très précise. Pour être considéré comme un touriste, il faut voyager hors de son lieu de vie habituel, y passer au moins une nuit et le faire pour des raisons qui ne sont pas liées à un travail rémunéré sur place. Et pourquoi la France cartonne autant? Eh bien, c'est surtout grâce à cette diversité qui est juste incroyable. Que l'on voie du tourisme balnéaire sur la Côte d'Azur, des sports d'hiver dans les Alpes, de la culture à Paris avec le Louvre, du tourisme religieux à Lourdes ou du tourisme vert dans le Vercors, il y en a pour absolument tous les goûts, même les parcs d'attractions comme le Puy du Fou. C'est cette variété qui fait sa force. Voilà pour le côté pile. Mais cette belle médaille d'or du tourisme a aussi un revers. Ce succès fou pose aujourd'hui de vraies questions, des questions assez profondes sur son modèle et surtout sur son avenir. Et le cœur du problème, le voici, les impacts négatifs du tourisme de masse. Ce modèle qui a fait le succès de la France pendant des décennies, eh bien, il commence à sérieusement montrer ses limites. Cette course au volume, au toujours plus de monde, elle a des conséquences écologiques et sociales qu'on ne peut plus ignorer. Alors concrètement, ça donne quoi ce surtourisme? Ça donne plus de pollution à cause de l'augmentation du trafic aérien et routier, ça donne des tonnes de déchets en plus sur les sites les plus connus, ça crée une pression immobilière dingue qui grignote les espaces naturels, et ça mène à ce qu'on appelle la bétonisation des côtes et des montagnes, ce qui ironiquement abîme les paysages que les gens viennent voir. Face à ce problème, des solutions commencent à émerger. La première piste, c'est d'imposer des taxes. En gros, faire payer un droit d'entrée sur les sites les plus fréquentés pour financer leur entretien et dissuader un peu. La deuxième étape, c'est de fixer des quotas, ce qu'on appelle des jauges, pour tout simplement limiter le nombre de visiteurs par jour et éviter la saturation. Finalement, toute la question est là. Comment est-ce que la France peut réussir à concilier cette puissance économique incroyable avec la préservation de son environnement ? Comment continuer à profiter de l'argent du tourisme sans détruire ce qui le rend si attractif, son patrimoine naturel et culturel? Réconcilier l'économie et l'écologie, ce n'est plus juste une idée en l'air, c'est le défi majeur pour l'avenir du secteur le plus puissant de France.